l'acculturation digitale en mode e-learning, pour expliquer en quoi le digital change nos vies, en quoi ça change, c'est un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure, notre façon de travailler, notre relation avec le client, notre façon d'être ensemble. Et sur chacun de ces programmes, on l'illustre par un des volets de notre plan digital. Mais on a aussi mis en place, alors on n'a pas appelé ça de reverse mentoring parce que c'est pas le plus jeune qui apprend au plus âgé, on appelle ça du co-mentoring, puisque effectivement le plus jeune va peut-être apprendre au plus âgé à se servir ou à downloader des apps, mais le plus expérimenté va aussi donner des conseils sur son expérience dans le groupe ou ailleurs. Donc c'est vraiment co-mentoring parce qu'il y a un bénéfice pour les deux. Mais oui, donc on a aussi des GM qui sont hyper connectés et qui poussent leurs équipes à l'être. On a des jeunes qui sont dans nos équipes et qui sont réfractaires au changement. Alors, on ne peut pas tirer des considérations un peu globales, mais tout ça, il faut faire marcher tout ça en même temps et effectivement faire bouger une organisation qui peut paraître un peu mastodonte, mais on y arrive. Ouais, bon, plutôt une bonne nouvelle. Pierre-Étienne, quand on part d'une page blanche et qu'on décide d'aller installer ses bureaux chez WeWork, donc un espace de coworking, est-ce que c'est aussi l'idée de faire cette mixité générationnelle, de voir un peu les nouvelles façons de travailler, les changements dans les organisations? Est-ce que tu peux un peu nous raconter cette histoire et cette idée d'avoir voulu mettre vos bureaux dans un espace de coworking? C'était pas pour draguer les petits jeunes, mais on est trop vieux pour ça. On est trop vieux. Alors effectivement, on crée un groupe hôtelier qu'on espère un peu différent. Donc on démarre une nouvelle aventure. On vient de racheter quelques hôtels et on a l'ambition d'en racheter pas mal dans les années qui viennent. En mettant pas mal de contenu, pas mal de concepts et pas mal de choses à l'intérieur. C'est pour ça qu'on les appelle des hôtels très particuliers. On s'est installé chez WeWork pour deux raisons liées à la fois à ce que tu viens de dire, c'est-à-dire pouvoir observer les modes de travail de jeunes, c'est-à-dire créer aujourd'hui des hôtels avec des espaces de travail, des espaces de séminaires. Pour notre génération, malheureusement, ça marche plus. Donc il faut regarder comment les jeunes travaillent, puisque la façon dont ils travaillent dans leur bureau, c'est les environnements de travail qu'ils veulent retrouver quand ils vont en séminaire ou qu'ils vont à l'extérieur. Si on n'est pas capable de faire mieux ce qu'ils ont au bureau, ils restent au bureau et ils ne viennent pas en séminaire dans nos hôtels. Donc ça, il y a beaucoup d'apprentissage. Il y a évidemment beaucoup de rencontres également quand on est dans des espaces de coworking. Et on a rencontré, je ne sais pas, encore il y a 3 ans, j'ai rencontré des jeunes qui font de l'habillage musical dans les hôtels, qu'on n'aurait pas croisé comme ça si on ne travaillait pas à côté. Et puis, ce qui est lié à l'agilité aussi, nous on se fait pendant le coworking, c'est qu'on est une société en création, on n'est pas encore très nombreux, on a l'ambition de grandir et donc changer, signer les baux de 3 ans, 6 ans, 9 ans. Quand on est 8 en mars, 15 en juin, et puis on espère 200 l'année prochaine, c'est pas possible. Donc c'est aussi pouvoir bouger facilement. Sylvia, moi ce que j'adore dans ton expérience, c'est que tu propages de l'amour dans ton équipe. Ça, c'est un truc très personnel. J'adore l'amour, je pense que l'amour est extrêmement important. Mais du coup, ce qui est intéressant de voir dans cette transformation-là, puisque tu as vécu un cas très concret qui était la montée en gamme de l'hôtel de Beaune, avec une réouverture de 3 en 4 étoiles, c'est quoi les pièges et les boulettes de la transformation que tu aurais peut-être envie de partager avec les différents, avec les gens qui sont dans la salle? C'est ce que tu viens de dire, de croire que la passion que j'ai moi, l'ensemble de mon équipe est la même. Et à la vitesse à laquelle j'ai envie que les choses changent, mon équipe n'a pas la même vitesse et n'a peut-être pas du tout la même envie. Donc c'est la première erreur qu'on commet quand on souhaite le changement, c'est-à-dire que c'est ce que vous avez tout à l'heure terminé, François. D'abord, on détermine un projet. Et ce qui est très important, c'est d'être honnête, être très clair avec l'équipe et être honnête avec soi-même, de dire clairement ce que je veux, voilà où est-ce qu'on doit arriver, et laisser le temps aux équipes de digérer cette information et de se dire, parce qu'au départ tout le monde va être euphorique, super du changement, génial. Là, on vient tous de changer de gouvernement, on est tous euphoriques. Et après il y a la digestion qui va arriver, puis après se dire, finalement ça me botte pas tant que ça, j'ai pas tellement envie et j'ai pas la même énergie, j'ai pas la même passion, j'ai pas la même volonté que vous, et c'est pas grave, il faut surtout pas juger les gens qui n'ont pas envie l'équipe qui n'a pas envie de vous suivre. Parce que dans ce cas-là, on se sépare en bons amis. Alors c'est là le projet est intéressant, c'est qu'en fait on responsabilise tout le monde, on est honnête, c'est ce que on disait tout à l'heure, on dit bien toutes les informations et chacun est autonome de prendre sa décision. J'y vais ou j'y vais pas. J'y vais parce que pour différentes raisons, j'y vais pas pour d'autres raisons. Et surtout quand on est manager, alors c'est vrai que tout à l'heure je parlais de beaucoup d'amour, je
collaborateurs au moment de la fermeture du jardin de Déon. Il n'en est resté que 4, y compris moi, et les 8 autres sont partis. Sur les 8 autres, il y a eu 6 démissions et 2 ruptures conventionnelles parce qu'ils avaient des projets à l'extérieur. Donc ça s'est passé de façon très sereine et très saine, et surtout, c'était des relations très adultes. J'ai eu l'impression que personne n'avait subi la décision, chacun a pris sa décision seul. Alors, on parlera un peu des aspects de budget, parce que c'est intéressant, mais on en parlera un petit peu plus tard. Donc déjà, socialement, c'est pas toujours très cher, en tout cas, d'accompagner la transformation auprès de ces équipes également. Dans la matière grise, ça coûte rien. Isabelle, parce que vous avez dû mettre en place un plan digital au travers de l'accord, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots de comment tout ça s'est mis en place? Parce que c'est vrai qu'il y a eu l'incarnation du plan digital avec une stratégie, et il y a peut-être un volet sur la partie du staff, comment la transformation se fait aussi au niveau des équipes, au niveau des opérationnels, comment le digital s'infuse au niveau des opérations et sur le terrain dans un groupe mondial. Alors le plan digital, il a été lancé en octobre 2014, c'est un plan à 5 ans, qu'on réévalue chaque année, et il est aussi plan itératif, je vous rassure, parce qu'il a la particulière, donc il y a 8 programmes, je vais pas vous faire le détail, mais c'est essentiellement tourné vers le client pour améliorer l'expérience client. Il y a un volet pour les collaborateurs, c'est celui dont je m'occupe, mais c'est, pour être aussi très honnête, le plus petit montant du plan, évidemment. Et donc en fait, on a 37 hôtels lab dans le monde. Alors ce ne sont pas des hôtels pilotes, c'est-à-dire que les projets ont auparavant été testés dans des POC avec des hôtels pilotes, mais le but de l'hôtel lab, c'est de mettre ensemble plusieurs projets, voir comment les équipes s'organisent, comment elles travaillent ensemble, comment elles sont inspirées par ces projets, et elles ont la faculté de nous dire non, nous ça ne nous plaît pas, ça ne nous va pas du tout, on le stoppe, on le déploie plus tard, ou on n'en veut pas. Donc on travaille vraiment comme ça avec un réel suivi des hôtels. Et on a pris comme hôtel là des hôtels, donc il y avait évidemment des prérequis techniques comme le Wi-Fi, ça paraît évident, mais ça ne l'est pas forcément partout. Et surtout des équipes motivées qui avaient envie de bouger. Et un des aspects les plus importants, c'est que pour changer, nous on part du principe aussi qu'on va laisser partir devant ceux qui sont hyper motivés et qui ont envie de changer. Il y a plein de gens qui n'ont pas envie de bouger et qu'on ne va pas forcer à bouger. Il faut partir avec les plus motivés qui inspirent les autres, et cette inspiration, elle est vraiment hyper importante, et on le voit, les hôtels se challengent entre eux en disant tiens, toi t'as ça, comment t'as fait? Ils partagent leur expérience, et de cette inspiration naissent des nouvelles expériences, parce qu'avec le nouveau style de leadership aussi qu'on essaie de développer dans le groupe, on leur demande aussi d'avoir des pratiques innovantes sur le terrain, vraiment. Donc maintenant, ce qui se faisait un peu avant, un peu sous le radar, il y avait toujours des hôtels qui innovaient, qui faisaient des choses, mais ça ne se savait pas forcément. Là, on les met en lumière et ça inspire les autres. Alors Benoît, chez BNB, qui a un réseau un peu particulier, une vision qui est très forte, c'est du mandat de gestion, gérant mandataire, pardon. Est-ce que vous avez un peu ce même type d'expérience avec des ambassadeurs sur des projets digitaux dans lesquels ça va essayer d'inspirer les autres? Est-ce que vous avez un prisme générationnel ou pas à l'intérieur? Comment ça se passe un peu de votre côté? Une petite expérience avec Google+, MyPage aussi, je crois que vous avez mis en place. Oui, alors déjà avant d'aller dans le détail, pour rebondir sur ce qui a été dit, pour moi il y a 2 valeurs importantes et 4 piliers. Les 2 valeurs, la première c'est l'écoute, alors pas, en tout cas c'est le mot-clé écoute, et le deuxième c'est l'humilité. L'humilité parce que ça change tout le temps, on ne peut pas tout connaître, ni en termes de techno, ni en termes d'évolution sociaux, bref. Et donc écoute et humilité, les 4 piliers, je dirais par ordre important, je vais même mettre des pourcentages, et c'est vraiment ceux qui sont accordés d'ailleurs dans les investissements qui sont faits dans les plans digitaux. À 40%, pour moi, c'est le concept. C'est la capacité à penser son concept. La vision, le concept, et à le faire vivre. Alors quand on part de zéro, des fois c'est plus facile, quoique. Et sinon, quand il existe, comment on le fait vivre? Un exemple chez BNP, on n'a pas de checkout. Allez discuter avec les éditeurs de PMS, dites-leur que vous n'avez pas de checkout, et regardez l'ensemble des process qui dysfonctionnent. Mais à quoi ça sert le checkout? À chaque fois que je sors d'un Uber, je ne déclare absolument pas que la course est terminée. Le paiement est invisible. Bon, pour moi, ça me convient. C'est une solution souple, agile. Donc, repenser le concept. Et pour moi, à 40%, c'est clé pour être agile. Et repenser, évidemment, constamment le changement perpétuel, etc. À 30%, les hommes. On en parlait ce matin, les hommes, pas que les hommes sur le terrain, les hommes au marketing. Et finalement, l'agilité, c'est l'articulation pour moi entre ces 4 points, mais aussi l'articulation entre les hommes, donc les équipes courtes.
Vous pouvez, si vous avez une bonne écoute du terrain, les bons ambassadeurs, et je vais y revenir, vous pouvez documenter ce qu'ils font. Si l'informatique ou l'IT n'était pas embarquée depuis le début, vous risquez d'avoir en tout cas une réalisation qui sera très éloignée de la conception. Ensuite, à 40, 30, à 20%, pour moi c'est les data. C'est-à-dire que si on ne pense pas aux data, vous pourrez, ce matin il parlait de modifier une réservation, modifier c'est quoi? C'est modifier la chambre, la quantité de la chambre, la période, le nombre de chambres, le nombre de prestations, etc. Bon, dans l'hôtellerie, c'est complexe. Être agile, c'est complexe. Il faut absolument penser à la data et penser à la structuration de la data. Et puis à 10%, je dirais la techno et les choix technologiques qu'on va faire pour porter tout ça. Donc sur le deuxième point qui sont les hommes, nous, on pense en équipe très courte. Donc effectivement, à un moment donné, sur les problématiques de SEO, d'acquisition de trafic, on devait donner plus d'agilité à nos hôteliers. On voulait qu'ils comprennent mieux Google My Business, qui permet de gérer Google+, qui permet de gérer l'adresse Google, les avis Google, Google Hotel Price Ads, etc. Et on voulait leur expliquer ça. Donc on avait plusieurs... leur expliquer vraiment, pas les former, on voulait leur expliquer, et on voulait qu'il y ait une récurrence. Et donc on a effectivement créé des groupes, qu'on a appelé des ambassadeurs web, peu importe, qui ensuite étaient donc des groupes, on a un réseau de près de 400 hôtels en Europe, 250 en France, en Allemagne, donc sur 250 hôtels et donc hôteliers en France, on a créé 25 personnes, on a identifié 25 personnes qui ensuite étaient un peu responsables de répondre aux questions des autres hôteliers. De toute façon, le statut dont tu parlais, la gérance mandat, pour nous, ce sont avant tout des entrepreneurs, des hôteliers qui aiment leur métier, qui aiment leurs clients, et donc qui ont aussi cette envie de partager les choses. Donc voilà, pour rebondir sur le cadre et puis cet exemple précis. Pierre-Étienne, il y a quelque chose qui m'avait marqué dans la façon dont vous abordez les choses. Il y en a qui parlent de renverser la table, vous renversez la pyramide. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que ça veut dire de renverser la pyramide en termes d'organisation et comment vous êtes en train de mettre ça en place chez vous? Alors, on le met en place, moi je l'avais déjà mis en place on l'avait mis en place à plusieurs dans mon entreprise précédente qui s'appelait Châteauforme. C'est en fait un concept assez simple. J'entendais lors de la conférence que certains pensaient que l'entreprise était plus agile parce qu'il n'y avait plus que 3 niveaux entre le PDG et le directeur d'un hôtel. Nous, on a une vision différente. On pense que le patron des hôtels, c'est pas le PDG, c'est pas le PDG ni du groupe, ni le directeur de l'hôtel, c'est le client. C'est le client qui paye, c'est le client qui recommande, c'est le client qui fait qu'on a tous un job, qu'on élève nos familles, qu'on part en vacances, qu'on se nourrit. Donc le client, c'est vraiment le patron de l'entreprise, c'est celui, je rejoins complètement ce qui a été dit, qu'on doit écouter en permanence pour savoir ce qu'il pense, ce qu'il veut, ce dont il a besoin, ce qu'il va vouloir plus tard, et donc une écoute permanente. Ensuite, pour nous, les personnes les plus importantes dans l'organisation ne sont pas les directeurs d'hôtel, au contraire, c'est ceux qui sont face aux clients. Et donc face aux clients sont les femmes de chambre, les serveurs, les jardiniers, les plongeurs, les cuisiniers, et donc ce sont les personnes les plus importantes dans l'organisation. Si moi je suis malade pendant une semaine et que je suis au fond de mon lit, personne ne me voit, il n'y a pas de problème. Si ma femme de chambre est absente, que le lit n'est pas fait, c'est un vrai problème. Si le serveur n'est pas là et qu'on ne veut pas servir un café, c'est un vrai problème. Donc à la rigueur, les dirigeants ont ça, et je rejoins à nouveau mon propos au sujet de l'humilité, il faut avoir beaucoup d'humilité quand on est dirigeant, il faut être au service de ses équipes. Donc pour nous, les personnes les plus importantes sont vraiment les personnes qui sont sur le terrain. Moi je suis directeur général du groupe, mais je dirige personne. Les équipes, on les recrute pour leur talent, leur personnalité, pas leur CV. Parce que sur un CV, chacun a ce qu'il veut et souvent c'est n'importe quoi. Tout le monde a toujours eu beaucoup de succès, géré des très grands trucs, beaucoup de résultats, beaucoup de choses. Ça, c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant sur une heure d'entretien, c'est les 55 minutes sur les personnalités, les motivations et l'envie. Ça commence par un recrutement. Ça commence par ensuite de la formation initiale quand on accueille les gens chez nous, pour leur faire comprendre non pas ce qu'est leur métier, parce que quand on est serveur, on fait le chambre, faire un lit ou poser une fourchette et un couteau, c'est pas le plus compliqué. Par contre, comprendre le sens du groupe, la vision, sa culture, que chacun comprenne le sens de son job, ça c'est important. Donc on passe beaucoup de temps à former les équipes au début et puis pendant tout leur parcours. Ensuite, on a décidé que tout ce qui était service support, ce qu'on appelle dans une entreprise classique le siège, devait être au service des gens qui sont au service du client. Donc les clients internes des gens du siège sont les femmes de chambre, les serveurs, les responsables d'hôtel, les réceptionnistes, et ainsi de suite. On est tous à leur service puisque c'est eux qui servent le client. Et puis le management qui est au service de tout le monde, pour être sûr que tout le monde a bien les bons moyens de travailler, les bons outils, et ainsi de suite. Donc pour nous, pour avoir une entreprise agile, il y a 2 strates, les sites, le siège, il n'y en a pas plus, il n'y a pas de personne plus sachante que d'autres. 8 heures d'une femme de ménage, ça vaut autant que les 8 heures de travail.
chacun se lève le matin et apporte une pierre à l'édifice de la construction du groupe, qui est la même. Il n'y a pas de plus grosse pierre, de plus petite pierre. Au contraire, j'aurais tendance à dire que ceux qui servent le client sont les plus honorables et qui ont les métiers les plus méritants, parce que souvent, en plus, ils sont moins bien payés, moins récompensés, moins remerciés, et ils ont les tâches les plus difficiles parce que répétitives. Donc si j'ai un conseil à donner, c'est de renverser au maximum cette pyramide très classique. Je crois que dans certains groupes, quand on est 240 000, c'est normal, on peut trouver jusqu'à 20 niveaux, j'ai vu, dans les organigrammes, du PDG au apprenti. Réfléchissez-y, je pense. Moi, j'aime bien une expérience que vous faites, je ne sais pas si vous l'avez encore mis en place, mais chaque année, vous allez faire le métier, enfin au siège, vous allez faire le métier